Tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce troisième et dernier épisode de notre série de webinaires sur l'engagement à l'international. Après avoir traité le cadre d'émission en février dernier, nous avons fait le point sur la sécurité et la sûreté lors des missions en avril et nous voici donc à la fin de notre série avec le cadre juridique et la fiscalité des missions à l'international. L'ensemble de la série a été organisé en partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec France Volontaire, avec Planète Urgence, avec Alliance pour le mécénat de compétences que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui. Et puis pour ce troisième et dernier épisode, la participation d'Amical. Donc je vous propose de découvrir donc ensemble les contenus et de réserver à la fin des différentes présentations un moment de questions-réponses, donc de ne pas intervenir, si vous en êtes d'accord, pendant le déroulé, mais soit d'inscrire vos questions dans la conversation pour que je puisse en faire le relais ensuite, ou de prendre la parole librement à la fin des présentations. Alors, pour commencer, donc, moi, je représente ce matin, comme je vous le disais, donc l'Alliance pour le mécénat de compétences. Je m'appelle Isabelle Million, j'en suis la déléguée générale depuis un peu plus de 2 ans maintenant. D'abord, un rappel sur ce qu'est le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences s'inscrit donc dans le cadre du mécénat d'entreprise et il consiste à mettre à disposition les compétences professionnelles ou humaines des salariés de l'entreprise sur la base bien sûr du volontariat et dans le cadre d'un contrat de travail spécifique avec l'entreprise, donc d'être mis à disposition pour accompagner des associations d'intérêt général sur le temps de travail. C'est ce qui fait la différence avec le bénévolat qui se fait sur le temps personnel. Alors, en quelques chiffres, donc 54% des grandes entreprises mécènes pratiquent le mécénat de compétences et on en retrouve un certain nombre effectivement au sein de l'Alliance pour le mécénat de compétences, 22% pour les ETI, 18% pour des PME, avec un taux relativement similaire entre l'Île-de-France et les régions. Il n'y a donc pas de discrimination territoriale sur l'engagement des salariés et l'engagement des entreprises qui permettent à leurs salariés de s'engager. Et on peut conclure en disant que 9% des entreprises françaises s'engagent ainsi au service de l'intérêt général, un taux qui a été multiplié par 4 en 10 ans, donc ce qui nous laisse espérer un accroissement très fort pour les années qui viennent. Alors, pour être plus précise sur les actions de l'Alliance pour le mécénat de compétences, l'Alliance pour le mécénat de compétences a défini un... Alors, je vous demande un tout petit instant d'interruption. Je dois faire rentrer quelqu'un dans la conversation. Je peux m'en charger si tu veux, Isabelle. Comme Ah ça, oui, c'est adorable, Pauline, excuse-moi. Oui, tu je continues ton n'avais pas propos. pensé au fait que j'allais te coincer avec la présentation. Merci beaucoup. Donc, je reprends, oui, donc sur le propos donc, de l'Alliance pour le mécénat de compétences. L'Alliance, donc, au travers de sa raison d'être, est un organisme donc, qui a pour tâche de promouvoir un mécénat de compétences à impact, utile à la société et à contribuer à son développement et à sa professionnalisation. Donc, l'Alliance pour le mécénat de compétences a été créée en quelques mots, a été créée en 2019, d'abord avec une quinzaine d'entreprises dites fondatrices, qui se sont mises ensemble justement pour créer une association d'intérêt général, donc visant à promouvoir le mécénat de compétences. Et depuis, donc, cette alliance accueille aujourd'hui donc une trentaine d'entreprises, parmi elles donc des grands groupes, des entreprises du secteur privé principalement aujourd'hui, des grands groupes mais aussi des ETI et des PME, et ouvre ses portes aujourd'hui à des entreprises de plus petite taille, et également à des représentants de la fonction publique, puisque une expérimentation de mise en place du mécénat de compétences se fait aujourd'hui depuis quelques mois et pendant 5 ans au sein des équipes de la fonction publique et territoriale. Donc, dans l'avancée de ses fondamentaux, donc l'Alliance a donc rédigé cette raison d'être que je vous ai partagée ici en bleu et a également œuvré à la définition exacte du mécénat de compétences à impact. C'est très important pour nous à l'Alliance de se dire qu'il y a le mécénat de compétences, mais que pour nous, ce qui est important, c'est que ce mécénat de compétences soit qualifié, qu'il soit à impact. Et vous en avez la définition ici. Et donc, la force de l'Alliance réside dans son engagement et dans
dans son engagement et dans l'engagement et le volontarisme des dirigeants des entreprises membres, puisque c'est au travers de la signature de chaque dirigeant que l'entreprise s'engage en signant le manifeste pour le mécénat de compétences lorsque l'entreprise rejoint les équipes donc, de l'AMC. Donc, je resterai disponible pour toute question utile au sujet de l'Alliance pour le mécénat de compétences en fin de présentation. Je remercie donc les personnes qui viennent de se connecter et je leur signale qu'effectivement, un temps de questions-réponses sera dédié à la fin des présentations ou sinon, si vous voulez prendre un petit peu d'avance, vous pouvez les inscrire directement dans la conversation et je m'en ferai le relais. Alors, je passe la parole à Chloé Daniel. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui et ravie, merci vraiment Isabelle d'organiser ces webinaires sur l'engagement à l'international et sur le mécénat de compétences à l'international. C'est des sujets qui nous mobilisent particulièrement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pourquoi ça nous mobilise? Parce qu'on est pleinement engagé sur les questions d'engagement citoyen à l'international. Le ministère, c'est certes des ambassades déployées dans le monde entier, mais on a aussi voilà, des programmes, des actions thématiques. On s'est d'ailleurs doté pour cette stratégie, pour l'engagement citoyen, pardon, d'une stratégie, d'un dossier d'orientation stratégique sur l'engagement citoyen, publié l'année dernière. Où voilà, on préconise un certain nombre d'objectifs et d'actions pour renforcer l'engagement des citoyens français et françaises à l'international sur des thématiques variées, mais particulièrement en lien avec l'atteinte des objectifs de développement durable que vous connaissez certainement. L'idée pour nous aussi à travers ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser le fait que chaque citoyen, même en activité professionnelle, peut s'engager à l'international sur son temps de congé, par exemple. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement intéressé et qu'on remercie l'Alliance pour le mécénat de compétences de pouvoir aujourd'hui nous adresser aussi au secteur privé, aux entreprises, qui parmi leurs membres, leurs adhérents, peuvent promouvoir en leur sein le fait que oui, les salariés d'entreprise peuvent mener des activités en lien avec l'intérêt général, les ODD. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu ces webinaires avec l'Alliance. Dire aussi qu'on est pleinement engagé avec notre opérateur France Volontaire pour promouvoir ces dispositifs à l'international et qu'on est particulièrement intéressé effectivement au cours de ces webinaires de voir un peu les questions que peuvent se poser les entreprises. Dire que France Volontaire est aussi une plateforme à laquelle vous pouvez vous adresser, poser vos questions, essayer de comprendre aussi quels sont les acteurs en place qui peuvent vous accompagner à faire des missions à l'international. Donc merci encore à l'Alliance et aux intervenants aujourd'hui de pouvoir nous éclairer aussi, nous, ministère, sur comment, du côté des entreprises, on peut s'engager et quelles sont les modalités à la fois administratives et juridiques. Merci Chloé. Et ravie d'avoir d'avoir collaboré avec toi et avec les équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères tout au long de cette série. Un grand plaisir. Alors, je passe maintenant la parole à notre nouveau partenaire, donc Amical, et un partenaire amical, effectivement, le lapsus se fait facilement. Donc, Amical représenté aujourd'hui par Diane Colombani, donc, qui est directrice juridique et affaires publiques. Diane, c'est à vous. Merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis, comme l'a dit Isabelle, directrice juridique et affaires publiques depuis peu. J'ai rejoint Amical au mois de mai. Ce qui me permet de vous dire quelques mots sur notre belle association donc, qui fête ses 45 ans cette année et dont la mission est de fédérer et accompagner les acteurs du mécénat en France au service de l'intérêt général. Donc l'association, elle comporte un certain nombre d'adhérents. On a aujourd'hui environ 200 adhérents, pour moitié des porteurs de projets et pour l'autre moitié des mécènes. Donc ces actions se traduisent à travers 4 piliers que vous voyez inscrits ici. Donc je vais vous les citer rapidement, mais connecter, à titre d'exemple, c'est essentiellement la réalisation d'événements en région
notamment pour favoriser le mécénat collectif et en territoire, explorer, je vous donne un autre exemple qui est le baromètre d'Anne Mical, hein, donc, qui va avoir lieu là, dont la restitution va avoir lieu en 2024, et dont vous avez sûrement entendu déjà parler. Accompagner, ça consiste à former et outiller les acteurs du mécénat. Donc, pareil, un autre exemple, on a un certain nombre de fiches pratiques qui sont mises à disposition de tous sur notre site internet. J'en ai cité deux ici en lien avec la thématique du jour, donc le mécénat à l'international et le mécénat de compétences. Et enfin, représenter, qui comporte la partie plaidoyer et la valorisation du mécénat dit éthique et responsable à travers notamment la mise en place d'une charte de déontologie au sein d'Anne Mical. Alors, le mécénat de compétences à l'international. Donc, c'est le sujet dont je vais vous parler, c'est-à-dire les missions qui sont réalisées par les salariés sur le temps de travail à travers deux cas de figure qu'on a écrits ici. Donc, le cas de figure 1, c'est l'entreprise française qui met à disposition, entre guillemets, ses collaborateurs auprès d'une association qui est située en France et qui opère à l'international. Et le cas de figure 2 qu'on a imaginé, c'est l'entreprise française qui met à disposition ses collaborateurs, cette fois-ci auprès de sa fondation d'entreprise ou fonds de dotation qui opère à l'international, avec ou sans la coopération d'organismes étrangers présents sur place, sachant que dans la pratique, la plupart du temps, il y a quand même la coopération d'organismes étrangers au niveau local. Donc peut-être je précise un point, nous avons décidé de centrer nos propos sur l'international au sens hors Union européenne et espace économique européen. Ça sera la même chose pour Pauline, mais néanmoins, si vous avez des questions sur ce qui peut être fait au sein de l'Union européenne, on y répondra à la fin de nos présentations sans souci. De même, on a fait le choix de ne pas traiter la mise à disposition de fonctionnaires publics qui rentrent dans un cadre un petit peu différent, mais là aussi, on pourra répondre à certaines de vos questions. Alors, qui dit... Peut-être le slide suivant, Isabelle, s'il vous plaît. Qui dit mécénat de compétences à l'international dit mécénat de compétences et mécénat à l'international. Alors, jusqu'à présent, moi, j'avais plutôt vu ces deux sujets traités séparément, c'est-à-dire le mécénat de compétences et le mécénat à l'international. Ce que je trouvais intéressant aujourd'hui, c'est de traiter les deux ensemble, avec, donc, du coup, avec un intérêt certain. Donc, qui dit mécénat de compétences, effectivement, réalisé par une entreprise française ou des salariés français, dit application des règles du Code de travail français. Donc aujourd'hui, c'est du prêt de main-d'œuvre en fait à but non lucratif. Hein, donc c'est régi par deux articles. Par des articles du Code du travail que je vous ai cités ici, que je n'arrive jamais à dire correctement, mais enfin c'est le L82 41.2 et 3 du Code du travail qui doivent s'articuler ensemble. Alors peut-être que vous avez entendu parler d'une évolution de la réglementation assez récente qui permet finalement à toutes les entreprises et pas uniquement aux grosses entreprises de plus de 5000 salariés de faire du prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, de faire du mécénat de compétences, et ce pour une durée maintenant qui a été allongée de 2 à 3 ans. Donc ça suppose plusieurs conditions, hein, le mécénat de compétences. Il faut l'accord du salarié, ça paraît évident, mais c'est écrit noir sur blanc dans les textes, et ce qui se traduit notamment par un avenant à son contrat de travail qui doit préciser un certain nombre d'éléments. Là aussi, je pourrais revenir dessus après si vous le souhaitez. Une information ou consultation du CSE. Et je précise, je rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas forcément en tête, que le salarié qui est mis à disposition reste bien sous la subordination juridique de son employeur. Il est toujours sous son contrat de travail, hein, il n'est pas interrompu ni suspendu, ce qui peut être différent dans d'autres mécanismes d'engagement international. Et le bénéficiaire, la structure bénéficiaire, est responsable des conditions d'exécution du travail. Ça, c'est pour le cadre juridique. D'un point de vue contractuel, les relations doivent être formalisées et donc contractualisées entre l'entreprise prêteuse, enfin dite prêteuse, pas très joli, mais c'est les termes, et la structure bénéficiaire, dite utilisatrice. C'est écrit dans les textes qu'il doit y avoir une convention, mais au-delà des textes, l'intérêt même de la contractualisation, c'est de pouvoir définir un certain nombre de clauses et d'éléments de contenu entre ces deux structures, notamment en termes de responsabilité et d'assurance sur les conditions d'exécution des missions, qui prend en charge les frais, par exemple.
Les dispositions fiscales, ça je reviendrai dessus. Les communications qui sont attendues, / les contreparties. Donc on est dans le cadre d'un mécénat. Donc les contreparties, je le rappelle, doivent être disproportionnées et pas supérieures à un certain pourcentage, habituellement qu'on qualifie de 25%. La protection des données, par exemple, aussi, qui est un sujet important, en particulier pour l'international. On peut imaginer également que si on fait appel, enfin si la structure bénéficiaire fait appel à des partenaires locaux, qu'il y ait également une convention qui soit signée entre la structure bénéficiaire et le partenaire local, là aussi pour préciser un certain nombre d'éléments. Dans certains cas, je le précise, ce n'est pas une obligation à ma connaissance, la convention peut être aussi tripartite, c'est-à-dire entre la structure prêteuse bénéficiaire et le salarié qui va être mis à disposition. Alors, sur le mécénat, ou en tout cas les règles d'éligibilité au mécénat français quand les activités sont exercées à l'international. Donc, il existe un principe de territorialité. Donc, en principe, le don qui est fait à une structure française pour aller à l'étranger ne serait pas éligible au mécénat français. Il existe toutefois des exceptions que je vais vous citer, et ça concerne à la fois les domaines éligibles et la mise en œuvre. Donc, sur les domaines éligibles, pour pouvoir bénéficier du mécénat ou des règles du mécénat français, je vous les cite parce que je vous les cite précisément. Il y en a 4 énoncés limitativement par les textes. Donc, les actions humanitaires, qui incluent aussi tout ce qui relève des catastrophes naturelles, mais elles sont définies très précisément par le BOFIP notamment. Les actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, les actions en faveur de la protection de l'environnement naturel et les actions scientifiques, sachant qu'en principe, les résultats des recherches doivent être destinés et être utilisés en France. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus restrictif que ce qui est prévu par l'article 200 ou 238 bis du Code général des impôts. Et la deuxième condition concernant les règles de mise en œuvre, c'est ce que j'appelle entre guillemets le contrôle effectif à partir de la France. C'est-à-dire que la structure bénéficiaire va opérer à l'international et pour cela, elle doit à la fois définir et maîtriser le programme à partir de la France, puisqu'on est dans ce cas précis, financer directement les actions entreprises et justifier des dépenses. Alors, réalisées avec une reddition de compte qui doit être faite précisément, que ça soit fait directement à l'international ou via un partenaire local. Alors évidemment, dans le mécénat de compétences, la reddition de compte, elle va être certainement allégée, mais néanmoins, ce qui est important, c'est que vraiment la structure bénéficiaire française mène et dirige le programme à partir de la France. Et ça, c'est quelque chose qui peut être prévu dans la convention avec la structure locale, le cas échéant. Sur les règles de valorisation du mécénat de compétences, c'est les règles de droit français classiques qui s'appliquent, c'est-à-dire le mécénat de compétences est considéré comme un don en nature, donc ça sera le coût de revient de la prorata temporis de la personne mise à disposition, c'est-à-dire son salaire chargé. À noter qu'il y a une restriction, ou en tout cas une limite qui existe sur le montant qui peut être défiscalisé, puisque c'est 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Passer un peu vite. Si vous voulez refaire un petit mot de conclusion sur votre partie, Diane, n'hésitez pas. Oui, en fait, peut-être à travers les questions-réponses, parce que je reconnais que je suis passée assez vite. C'est des sujets qui sont assez denses. Voilà, donc à votre disposition après pour en discuter sans souci. Merci beaucoup, Diane. À tout à l'heure. Et donc, voilà, je passe la parole à Pauline Rétoré, de Planète d'Urgence. Bonjour à tous. Donc Pauline Rétoré, donc moi je suis la directrice des opérations sur la partie volontariat et renforcement de capacité depuis pas mal d'années maintenant. Peut-être si je passe à la présentation de Planète Urgence. Donc Planète Urgence, c'est une association qui a été créée en 2000 sur le principe du congé solidaire. Donc le principe que des salariés du privé peuvent sur 2 semaines de mission être en renfort de capacité d'acteurs locaux, d'associations, de coopératives, voilà, d'initiatives locales
pour vraiment donner un coup de fouet et à la pérennisation des activités de ces associations-là. Planète Urgence, c'est une ONG qui est spécialisée sur la protection des forêts et de la biodiversité, parce que c'est là où il y a une vraie urgence actuellement à notre sens, sans oublier aussi l'humain, évidemment, qu'il y a derrière. Donc on a 3 grands piliers. Le premier, c'est de préserver les forêts et la biodiversité en danger. Donc à travers des projets de reforestation, voilà, d'atténuation en fait du changement climatique. Aussi un pilier sur la promotion du développement local des communautés. Donc ça, on le fait notamment à travers le volontariat, mais aussi à travers les questions d'activités génératrices de revenus, de développement de filières. Et puis notre troisième pilier, c'est la sensibilisation à l'environnement, que ce soit auprès d'enfants, mais aussi auprès d'adultes, sensibiliser voilà, toutes les communautés locales en fait, au fait qu'il y a une vraie urgence à préserver son habitat, à bien le connaître. On ne protège que ce qu'on connaît bien. Donc voilà, et on a la chance d'avoir un réseau de partenaires entreprises assez développé depuis maintenant presque 25 ans. Donc voilà, c'est 150 partenaires qui nous appuient chaque année, dont une bonne trentaine sur la partie congé solidaire. Donc, je vais vous parler un petit peu plus du cas de figure numéro 3 pour compléter ce que vous a dit Diane. Donc là, on est sur la partie volontariat qui ne se fait donc pas sur le temps de travail du salarié, mais sur son temps de congé. Donc c'est une entreprise ou une fondation d'entreprise qui va faire un don à une association, comme Planète Urgence, mais il y en a d'autres, et qui va en plus mettre à disposition, donc faire de la communication auprès de ses salariés pour qu'eux puissent postuler et s'engager en mission de volontariat à l'international. Donc voilà, donc on est bien sûr le temps de congé. Et tout ça, ça se formalise comment? Et ben, ça se formalise à travers une convention de partenariat qui lie l'entreprise à l'association en question, dans lequel on détaille voilà, les modalités du montant du don minimal, des responsabilités, de l'assurance, qu'est-ce qui se passe en cas de problématique sur le terrain, donc les conditions d'exécution de la mission, les dispositions fiscales éventuelles, la partie communication, les engagements aussi de chaque partie. Et puis la protection des données, comme le soulevait Diane, qui est assez importante pour bien l'acter dans la convention. C'est une convention qui peut avoir un renouvellement tacite ou qui peut être annuel ou parfois pluriannuel. Donc tout dépend du format qui est choisi. Et détaillé également dans les conditions d'exécution de la mission, par exemple si l'entreprise subventionne aussi l'achat du billet d'avion du volontaire, de son salarié partant en mission. Et puis côté volontaire, l'association elle fait aussi une convention qu'on appelle des termes de l'engagement, qui est le contrat qui va lier le volontaire à l'association pour la réalisation de cette mission. Donc, on a toute la phase avant la mission, comment se passe le recrutement, comment est accompagné le volontaire dans sa préparation au départ, mais aussi le pendant la mission et après la mission. On a également l'explication voilà, des responsabilités, des droits et des devoirs de chaque volontaire, mais aussi de Planète Urgence. La question de la formation au départ, elle est très importante, qui sont 2 jours qui sont obligatoires. La partie sécurité et éthique en mission, parce qu'on ne fait pas à l'étranger ce qu'on ne ferait pas en France, donc on a besoin aussi de cadrer un certain nombre de choses pour s'assurer de la posture du volontaire en mission, et puis aussi la communication. Voilà, le volontariat, c'est le format juridique, c'est du bénévolat, mais à l'international, donc il y a une vraie nécessité de cadrer les choses par cet engagement-là, par ces termes de l'engagement, aussi avec le volontaire. On ne fait plus, on a pu faire par le passé des conventions tripartites entre l'entreprise, le volontaire et l'association. Mais ça détourne de l'intérêt général, global, en fait, de la mission. Donc, on préfère faire vraiment une convention de partenariat avec les entreprises et puis les termes de l'engagement avec le volontaire.
Tout ça ouvre droit. Alors, concernant l'entreprise, à un reçu fiscal, donc une réduction d'impôt sur le montant du don à hauteur de 60%. Évidemment, il y a un plafond maximal. Il faut savoir aussi que le volontaire, de son côté, il peut aussi bénéficier d'une défiscalisation sur certains frais qu'il va engager, qu'il ou elle va engager sur la mission. Typiquement, l'achat du billet d'avion, si c'est à sa charge, le visa, voilà, d'éventuels frais de vaccin. Voilà un peu comment ça se passe côté volontariat. Merci Pauline. Eh bien, nous voici déjà arrivés à notre phase de questions-réponses. Donc, je vais arrêter le partage quelques instants et revenir à la conversation. Donc, parmi les participants, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions ou de commentaires dans la conversation. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui ont entendu les différentes participations, interventions, d'ouvrir votre micro et pourquoi pas la caméra d'ailleurs, et de poser vos questions en direct donc à Pauline, Diane et Chloé qui sont là pour vous répondre. Oui, Diane? Oui, ce que je voulais préciser, ce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi c'était évident, mais je pense que des fois c'est bien de le redire. Les structures bénéficiaires du mécénat de compétences, quand elles sont en France et après opèrent à l'étranger, elles doivent être d'intérêt général, hein, bien évidemment. C'est-à-dire qu'elles doivent répondre à tous les critères du mécénat français. D'accord, ouais, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de précision? Quand on est très clair sur un propos maîtrisé, on suscite peu de questions en fait. Alors, Allez-y, si Diane, je peux me n'hésitez permettre, pas. Isabelle, je vois une question de François, je crois. Est-ce qu'il y a des pays exclus du mécanisme de déduction fiscale? Alors, à ma connaissance, non. Je crois qu'il y avait eu une tentative, d'après ce que j'ai pu lire, mais je revérifierai, mais je crois qu'il y avait une tentative de l'administration fiscale de limiter à certains pays, en effet. Mais à ce jour et à date, pour moi, il n'y a pas de pays exclus du mécanisme. C'est vraiment les domaines éligibles, hein, qui sont définis d'un point de vue fiscal, mais pas de pays exclus. C'est un point que je peux revérifier, hein. En tout cas, sur la partie volontariat, c'est sûr qu'il n'y a pas de pays exclus. C'est juste les pays avec lesquels travaillent les associations avec lesquelles vous voulez fonctionner. Mais il n'y a pas d'exclusion non plus. Alors, c'est pas impossible que la tentative de l'administration fiscale voit le jour pour réduire effectivement un certain pays. À suivre. Peut-être est-ce que parmi les entreprises ou les participants, il y en a qui ont déjà fait du mécénat à l'international ou en tout cas, quels sont vos questionnements? Pourquoi est-ce que vous êtes venus à ce webinaire? Ça peut être intéressant aussi, si vous n'avez pas de questions particulières, de vous entendre là-dessus. Alors Jade, donc de l'entreprise Artelia, nous demande si le siège de l'association soutenue doit être nécessairement basé en UE ou pas, puisqu'on parlait effectivement de hors UE tout à l'heure. Qu'en est-il sur le sujet? Alors, je vais prendre la main, Pauline, si Ouais. tu veux compléter après. Donc, en effet, si une entreprise souhaite soutenir une association ou une structure d'intérêt, on va dire général au sens large, dans un autre pays directement, elle ne pourra pas bénéficier de l'avantage fiscal du mécénat en France. Elle doit nécessairement passer par une structure d'intérêt général qui est située en France ou en Union européenne et qui opère à l'international, c'est-à-dire qui mène des projets à l'international. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Jade. Apparemment, si, oui. tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Jade. Effectivement, je reprends la proposition de Pauline, si certains ou certaines d'entre vous connectés, donc
En plus, un témoignage à apporter, une question, n'hésitez pas. Alors nous, si vous voulez, je peux vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez Artelia et à la Avec Fondation grand plaisir, Artelia. Jeanne. Oui. Donc nous, l'engagement se fait à travers la Fondation. On fait du mécénat de compétences à l'international, mais on n'y met pas vraiment la même chose derrière, puisque ce sont des salariés des filiales basées à l'international qui interviennent localement. Donc, par exemple, des salariés d'Artelia aux Philippines qui vont intervenir près de leur site. Et d'où ma question, parce qu'on est parfois un petit peu freiné, on aimerait bien à la Fondation pouvoir, donc la filiale va donner du temps des salariés philippins, et on aimerait bien parfois subventionner les projets en question, mais pour des raisons fiscales, on peut, semble-t-il, difficilement le faire auprès d'associations locales. Donc, je profitais de votre expertise pour vous reposer la question, mais vous avez confirmé la réponse que j'avais en tête. Et après, on fait du congé solidaire, donc qui permet aux salariés partout dans le monde d'aller faire une mission sur leur temps de congé, à l'international. Donc, les frais sont pris en charge par la Fondation. Et donc, ça va être globalement aussi des associations françaises qui interviennent à l'international. Et dans ces cas-là, je retrouve un peu les formalités que vous aviez dans les diapos précédentes pour Planète Urgence. Ok. Bon, merci de ton témoignage, Jade. Est-ce que nos Amélie de l'Alliance, que ce soit Amélie Auquier ou Amélie Collardeau, donc soit au travers des expériences CGI ou Total Énergie, est-ce que vous auriez des... Oui, alors nous, côté Total Énergie, donc Amélie Collardeau, Total Énergie, nous, c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que quand on parle de volontariat international, on parle des collaborateurs dans les filiales à l'international qui s'engagent auprès d'associations locales dans le pays. C'est un peu différent de ce qui a été présenté ici. Ok. Et pour le coup, côté CGI, donc Amélie Auquier, en charge donc des programmes pro bono et volontariat pour donc, le groupe CGI. Pas comme mes collègues, c'est vrai étant un groupe international, c'est vrai que le mécénat à l'international, c'était surtout des actions locales menées par nos collaborateurs et collaboratrices donc dans nos pays, dans nos sites à l'étranger. Après, CGI également, il y a quelques années, avant le Covid, avait mis en place un partenariat avec Planète Urgence, et donc on avait plusieurs de nos collaborateurs et collaboratrices qui avaient pu participer à des missions solidaires, et je sais qu'on est en train de réfléchir à renouveler cette expérience. J'avais une question au niveau de France Volontaire. En fait, France Volontaire est une plateforme qui regroupe justement différents acteurs comme Planète Urgence, mais équivalent, c'est ça? C'est pas forcément un partenariat qu'on signe avec France Volontaire, c'est plutôt ensuite on se rapproche des autres entités? Je vais prendre la parole sur cette question, merci. Alors effectivement, France Volontaire, c'est l'opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la promotion et le développement du volontariat. Ça ne veut pas dire qu'il mène en propre des missions à destination des salariés, mais par contre, il peut relayer auprès de ses membres. Il y a plusieurs de ses membres qui accompagnent des salariés, des retraités aussi d'entreprises pour faire des missions. Planète Urgence, par exemple, est une association membre de France Volontaire. Donc l'intérêt, c'est effectivement de se rapprocher de France Volontaire quand on veut avoir des informations sur le pays, sur les organisations qui y travaillent et qui peuvent mener ce type de mission. Il faut aussi savoir que France Volontaire a des espaces de volontariat dans plus de 20 pays dans le monde, principalement en Afrique, mais aussi en Amérique latine et en Asie. Donc ça peut être un moyen d'avoir des informations, de trouver des partenaires pour les entreprises qui sont intéressées sur ces dispositifs-là d'engagement. Ok, top, merci. Et Merci. juste pour compléter, c'est vrai que France Volontaire a changé aussi de statut il y a peu de temps. Donc, si vous connaissiez France Volontaire avant, c'est vrai qu'il y a eu une transition avec le GIP,
qui est devenu donc le groupement d'intérêt public, qui est devenu France Volontaire depuis début 2023 et qui donc est maintenant vraiment opérateur directement du ministère. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un bon appui, un super relais sur le terrain. Diane, vous vouliez compléter? Pardon. Oui, je voulais compléter peut-être deux points. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure parce que ce n'était pas forcément le propos qu'on avait choisi, mais sachez quand même qu'une entreprise peut soutenir une organisation internationale dont le siège se situe hors de l'Europe quand la France fait partie de l'organisation internationale. Typiquement, le programme mis en place par l'ONU ou l'UNICEF, où là, vous allez pouvoir avoir une exception pour que les dons bénéficient du régime fiscal français. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur ce point. Voilà, on ne va pas dire que c'est assez rare quand même, ce cas de figure, mais je me dis que c'était quand même important de le préciser. Et par ailleurs, je me posais la question aussi si c'était intéressant pour certains d'entre vous de faire appel alors on va dire en mécénat de compétences fonction publique à des fonctionnaires publics hospitaliers, puisque maintenant c'est aussi une possibilité qui a été ouverte par la dernière modification de la loi. Donc d'avoir potentiellement des médecins de la fonction publique qui viendraient vous aider dans des missions. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un intérêt pour vous ou pas? A priori, pas trop. Ça mérite réflexion pour l'instant. Mais en effet, Diane, vous avez raison de le préciser, hein, ça peut être une très belle opportunité, effectivement, pour du personnel soignant au sens large du terme, de pouvoir aller sur les zones sensibles où il y a vraiment beaucoup de choses à faire aussi. Donc, effectivement, c'est sans doute un axe de réflexion pour nos participants. Est-ce que c'est une action possible uniquement à l'étranger ou ça existe aussi en France? Non, en France aussi, hein. Là, on était sur l'étranger et c'est vrai que potentiellement du personnel soignant, je me dis que ça peut être un vrai besoin, particulièrement à l'international, peut-être, mais je peux me tromper. Mais c'est ouvert aussi en France. Très bien, merci. Alors, peut-être un dernier commentaire, une dernière question, une dernière précision de la part de Chloé, Diane ou Pauline. Moi, j'ai une dernière précision aussi. Vas-y, Pauline. Suite au témoignage de CGI, Artelia, c'est vous dire aussi qu'on a un nouveau format, qui est le même format de volontariat, mais que certaines entreprises ou fondations ont ouvert depuis les dernières années la possibilité, en fait, pour des salariés étrangers de faire du volontariat sur des missions. Donc, faut pas nécessairement être français pour réaliser des missions de volontariat. Alors, Diane, tu diras dans la partie mécénat. Mais vu que c'est lié enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas de critères de nationalité tant qu'on est sous le cadre du contrat français, j'imagine, sur le mécénat de compétences. Par contre, en tout cas, sur le volontariat, voilà, il n'y a pas cette barrière-là de code de travail, d'affiliation. Il faut juste faire partie du réseau des filiales affiliées à l'entreprise qui fait le don. Et donc, du coup, nous, on a par exemple, on a plusieurs entreprises ou fondations qui le font, et ce qui nous permet parfois d'avoir voilà, des déplacements intercontinentaux qui sont réduits, d'avoir des profils qui sont très différents de ceux qu'on peut trouver en France. Donc voilà, c'est aussi assez enrichissant du point de vue d'une association d'avoir accès à d'autres typologies de profils à travers les filiales aussi d'une entreprise. Merci, Pauline. Oui, vas-y, Diane. Vas-y, Chloé. Oui, juste pour dire déjà merci pour toutes ces interventions, à la fois Diane, Pauline
Isabelle, je trouve qu'on a bien montré que l'étendue des possibles, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le cadre juridique existant en France. Peut-être qu'il y a plus des limites, je dirais, organisationnelles qui peuvent se poser parfois, mais en fait, on peut vraiment les dépasser en étant accompagné, notamment par le secteur de la société civile en France, qui maintenant bénéficie d'une expérience de plus en plus robuste. Nous, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on accompagne les associations via un appel à projet annuel qu'on appelle volontariat d'échange et de compétences et qui vise spécifiquement les publics des entreprises comme les vôtres, Artelia, Total Energy ou autres. L'idée pour nous, c'est vraiment de renforcer les acteurs de la société civile pour aller vers les entreprises. Donc voilà, on favorise et on encourage ce dialogue qui nous paraît vraiment déterminant pour l'avenir de nos sociétés, aussi répondre à la quête d'engagement des salariés qui sont les vôtres. On voit bien qu'une nouvelle génération de salariés arrive et on demande aussi d'avoir voilà, de répondre à la fois à une politique RSE, à des engagements variés. Donc, c'est aussi à travers ces engagements qui peuvent être aussi ceux des ministères qu'on peut collaborer tous ensemble, tous les acteurs de la société pour pouvoir répondre à ces différentes interrogations, désirs d'engagement qui sont importants et qui méritent une réponse. Merci beaucoup, Chloé, de cette belle synthèse, en effet. Diane, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois? Oui, par rapport aux témoignages, effectivement, qui ont été faits juste avant, j'avais l'impression que la question que je me posais, c'est finalement, il y a assez peu de salariés français qui s'engagent en mécénat de compétences, enfin, quand je dis français ou sous contrat de travail français, hein, qui s'engagent en mécénat de compétences, c'est plus à l'étranger que ça se passe au niveau local. Est-ce que c'est une bonne compréhension de ma part ou pas du tout? Alors, Oui. pour le coup, pour CGI, il y a aussi beaucoup de choses qui se fait en France pour les personnes qui ont un contrat français. Mais c'est vrai que là, comme c'était l'engagement international, voilà, je pense que mes consoeurs ont aussi répondu par rapport à ce qui se passait à l'international. C'est vrai que ce soit en France ou dans les autres pays, à chaque fois, c'est plutôt des missions locales. Donc, soit en France pour le contrat français, soit à l'international pour les autres. C'était plus en lien avec le titre du webinaire. D'accord, non, parce que je me demandais effectivement s'il y a des salariés français qui partaient en mécénat de compétences à l'international. J'avais l'impression que ce n'était pas forcément très fréquent, en effet. Donc ça m'intéressait de voir. Pour nous, peu de personnes ayant un contrat français partent à l'international. Pareil, les Américains restent aux États-Unis, les Canadiens restent au Canada, les Indiens en Inde. Hein, donc c'est vrai que c'est souvent c'est vraiment très local. On sait aussi que l'impact souvent et la quête de sens aussi pour nos collaborateurs aussi, c'est souvent l'impact social et qu'on va avoir pour pour notre département, notre région, notre ville. Enfin, on sait que c'est ça aussi qui fonctionne bien. Donc c'est vrai que c'est en tout cas aujourd'hui chez CGI, c'est ce qui a été mis en place. Mais comme je disais, on est en train de réfléchir justement aussi à d'autres typologies d'engagement solidaire, mécénat, bénévolat, on verra, mais en tout cas d'autres engagements. Très bien, de belles perspectives, Amélie. On a bien les salariés qui partent à l'international, mais si on le fait sur le temps de congé, c'est déjà parce que c'est historique. Historiquement, on avait le congé solidaire avec la philosophie sous-jacente derrière, c'est que chacun donne, l'association par son objet même, la fondation en finançant le déplacement, et puis le temps, et puis le volontaire en donnant de son temps. Et on a mis en place le mécénat de compétences à l'issue pendant la crise Covid pour pouvoir continuer à agir, et là plus localement ou alors à distance, puisqu'on s'est rendu compte que autant les salariés étaient prêts à donner du temps de congé avec des déplacements à l'international, autant si c'est pour travailler à distance derrière son bureau, c'est un peu plus difficile à mettre en place. Donc pour l'instant, les deux dispositifs cohabitent avec un aspect local ou à distance sur le temps de travail et un aspect avec un déplacement à l'international. Par contre, de temps en temps, ce qu'on fait, c'est que quand il y a un congé solidaire,
Donc, nous, c'est des missions d'ingénierie, accès à l'eau, à l'énergie, bâtiment, ce genre de sujet de rénovation. S'il y a beaucoup de travail en amont de la mission, il peut y avoir un temps sur le temps de travail en mécénat de compétences en amont du déplacement pour faire les recherches biblio, les missions dont il y aurait besoin avant de partir sur le terrain. D'accord. Mais c'est vrai que l'idée, c'est ça, c'est que chacun donne un peu, et donc le salarié, c'est en donnant des jours de congé. Ok. Merci pour ces précisions. D'autres précisions, d'autres commentaires, retours d'expérience? On s'aperçoit que le sujet est riche, hein, un sujet très structurant, très technique. En fait, on s'aperçoit que l'échange se crée autour de cela aussi, puisque l'engagement à l'international, hein, on l'a vu au cours de nos 3 épisodes, effectivement, c'est bien cadrer une mission, c'est en assurer la sécurité, hein, notamment pour comment dirais-je, pour les volontaires. Et puis aujourd'hui, on a vu effectivement l'importance du cadre juridique et tout ce que ça signifie en termes de fiscalité. S'il n'y a pas d'autres compléments à la fois de Diane, Pauline ou Chloé, je vous propose d'intervention de nos intervenants qui ont été très très actifs aujourd'hui. Je vous en remercie toutes et tous, parce qu'on avait un homme. Donc, je vous propose de clore ici. Donc, et je vous propose surtout donc de retrouver la série des 3 que vous pouvez binger d'un coup, hein, si vous en avez envie, sur la chaîne YouTube de l'Alliance pour le mécénat de compétences. On refera une communication, bien évidemment, à partir de LinkedIn pour vous redonner tous les liens de telle façon à ce que l'ensemble des participants, et puis surtout ceux qui n'ont pas pu se connecter, que ce soit sur le premier, le deuxième ou le dernier d'aujourd'hui, que la série soit totalement accessible au plus grand nombre. Et en tout cas, un immense merci à Diane, Pauline, Chloé et puis Séverine, hein, que l'on salue aujourd'hui, qui n'a pas pu être l'un des nôtres, mais qui était avec nous néanmoins. Un grand merci à toutes les 4 pour votre participation, et puis au plaisir de prochaines collaborations et au plaisir de prochains webinaires. À très bientôt. Merci à vous.